Aujourd'hui, nous avons une séance libre un peu exceptionnelle, puisque la première partie sera consacrée à l'exposé de Madame Guélin-Lanéel, qui va nous parler de la politique du ministère de l'Agriculture. Puis nous aurons Madame Katia Laval, qui nous parlera des dernières évolutions du GIEC, le groupe sur l'évolution du climat. Donc, eh bien, sans attendre, je donne la parole à Madame... peut-être, oui, pardon. Bien, Madame la Directrice Générale, bienvenue à l'Académie d'Agriculture de France. Je suis ravi, au nom de tous mes confrères, de vous souhaiter la bienvenue dans cette honorable et vieille maison. Nous avons souhaité accueillir successivement les directeurs généraux du ministère de l'Agriculture pour échanger avec eux, comprendre la politique conduite par le ministère et engager un dialogue avec chacune des directions pour essayer de concrétiser des partenariats si ça paraît possible. Alors, quelques mots d'introduction tout d'abord pour vous présenter l'Académie de l'Agriculture, surtout dans le contexte actuel. Je voudrais surtout dire que les préoccupations de la société en termes d'alimentation et de santé, de partage des usages de la nature, de qualité des paysages, de sauvegarde de la biodiversité, de bien-être animal, génèrent de nouvelles exigences en ce qui concerne la production et la transformation des produits agricoles et forestiers. L'accélération fulgurante des connaissances scientifiques et des avancées technologiques, jusqu'alors synonymes de progrès, se heurte de plus en plus aux inquiétudes du public relayées par les médias. La mise en avant du principe de précaution, fréquemment de manière intempestive, conduit à ne pas prendre les décisions courageuses qui peuvent heurter l'opinion publique. Et ceci, alors même qu'elles sont indispensables au maintien de la compétitivité de notre pays pour nourrir nos concitoyens, tout en permettant aux agriculteurs et aux sylviculteurs de continuer à produire des produits de qualité et sans risque, et en assurant leur juste rémunération et l'entretien indispensable de l'espace rural. Dans ce contexte, l'Académie d'Agriculture de France a vocation à éclairer les pouvoirs publics et la société en général sur les évolutions souhaitables pour tout ce qui concerne l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Je rappellerai que l'Académie d'Agriculture a été fondée en 1761 et a accueilli dès sa création les esprits les plus éclairés de son temps sur les questions agricoles. Aujourd'hui, son champ de réflexion s'est étendu, couvrant à la fois l'agriculture, mais également l'alimentation et l'environnement. Elle est forte aujourd'hui de 120 membres titulaires, 180 membres correspondants et 120 membres et correspondants étrangers, et elle réunit donc en son sein des compétences multiples, scientifiques, techniques, économiques, juridiques, sociales et culturelles, au sein de 10 sections thématiques et d'une vingtaine de groupes de travail. Elle est placée sous la protection du président de la République et le ministre de l'Agriculture en est le président d'honneur. Elle est reconnue d'utilité publique et elle contribue par ses réflexions, ses débats, ses avis et ses séances publiques à éclairer les débats de société dans ses domaines de compétences. Elle s'emploie à établir des passerelles entre les scientifiques, les décideurs, les acteurs opérationnels et les citoyens. Elle exprime et fait connaître son avis sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence et répond aux questions dont elle est saisie par le gouvernement. Et à ce titre, je voudrais vous dire, Madame, que nous sommes évidemment prêts à répondre aux questions que poserait votre direction générale. Elle attribue des bourses à des jeunes chercheurs et des prix qui récompensent des scientifiques, des chercheurs ou des praticiens pour des travaux originaux ou novateurs. Le programme de travail de l'Académie est organisé actuellement autour de 4 grandes thématiques. Produire mieux et plus pour nourrir les hommes, adapter la gestion des écosystèmes agricoles et forestiers pour accompagner les changements globaux, intégrer les politiques agricoles, environnementales et territoriales, et enfin, contribuer au débat sur innovation et acceptabilité sociale. L'Académie publie sur son site internet les comptes rendus de ses séances ainsi que leur transmission, puisque toutes les séances sont maintenant filmées, et elle publie également l'ensemble de ses rapports et de ses avis. Elle dispose également d'une lettre d'information et d'une revue qui lui permettent de faire connaître ses travaux au public. Ainsi, l'Académie d'Agriculture de France joue un rôle de laboratoire d'idées. Elle est productrice d'analyses objectives et de synthèse
assise sur les connaissances scientifiques les plus solides. En un mot, elle participe activement à donner du sens au progrès. Merci beaucoup, Monsieur Tendron. Merci à vous tous d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Je suis un peu intimidée d'être pour la première fois devant cette docte assemblée. J'espère ne pas vous ennuyer. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et je serai ravie aussi de répondre évidemment à vos questions après une brève introduction pour planter le décor. J'ai choisi, d'abord je voulais aussi vous remercier de l'initiative que vous avez prise d'inviter les représentants des différentes directions générales du ministère. Une bonne manière sur les thématiques qui sont les vôtres de faire le point avec ceux qui sont en charge de conduire les politiques publiques, de faire le point sur ces politiques publiques, mais aussi de nourrir leur réflexion. Je dois dire que j'ai eu le plaisir d'exercer des fonctions de directrice générale il y a un peu plus de 10 ans au ministère de l'Agriculture. Après, je suis partie quelques années dans une agence européenne dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Et une des choses qui me frappe en revenant après presque 10 ans passés en dehors de ce ministère, et donc c'est la rapidité avec laquelle nous devons travailler et réagir. La rapidité en soi, ce n'est pas une chose qui me gêne, je suis plutôt impatiente de nature, mais je trouve aussi qu'il nous manque des moments où nous pouvons réfléchir avec ceux qui ont de l'expertise, de l'expérience, qu'ils soient ici à l'Académie, mais aussi dans les organismes de recherche, je dirais même aussi avec les instances professionnelles, et non pas simplement être en réaction à l'actualité. Donc je me réjouis de passer aujourd'hui, je dirais même dans ma semaine, 2 heures avec vous à réfléchir aux politiques publiques conduites dans le domaine agricole et alimentaire. Pour introduire nos discussions, je souhaitais structurer mon introduction autour de trois idées, de 3 têtes de chapitre. La première, c'était de faire avec vous un rapide diagnostic de la situation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire français, à la fois sur le plan d'ailleurs économique, donc de ses performances économiques, mais aussi de ses performances environnementales, puisque vous avez bien mentionné l'importance de travailler sur les 2 sujets. De regarder avec vous, en tout cas de vous dire comment nous, à la DGPAT, donc à la Direction Générale des Politiques Agricoles, Agroalimentaires et des Territoires, nous envisageons les défis que ce secteur agricole et ce secteur agroalimentaire ont à relever. Et du coup, assez naturellement, d'en venir à ce que nous appelons nos axes de travail, nos priorités de travail, sur lesquelles d'ailleurs, lors de la discussion que nous avons eue juste avant cette rencontre, j'ai compris que nous pouvions vous solliciter, le cas échéant, pour nous accompagner, nous aider à réaliser nos objectifs. Donc, je n'aurai pas la prétention devant cette Assemblée de vous faire un exposé exhaustif de la situation de l'agriculture française et de l'agroalimentaire, mais je voudrais partager avec vous un rapide état des lieux, parce qu'il est difficile de se projeter dans l'avenir tant que l'on n'a pas caractérisé, fait le diagnostic de la situation dans laquelle nous sommes. Si l'on part de l'agriculture, nous avons une baisse continue régulière du nombre d'exploitations agricoles dans notre pays. Ça n'est pas une caractéristique de la France d'ailleurs, c'est vrai dans tous les pays européens, avec une nette accélération de cette réduction, en particulier dans les nouveaux entrants, dans les pays nouveaux entrants de l'Union européenne. Une tendance aussi que nous avions il y a encore 15 ans, presque un peu moins de 500 000 exploitations agricoles. Nous sommes aujourd'hui autour de 350 000 exploitations, cette diminution continue.
une tendance aussi à la spécialisation de ces exploitations qui se poursuit, avec un secteur de l'élevage en général qui est plutôt à la peine, on va dire, pour des difficultés aussi bien d'ailleurs dans l'élevage bovin que dans les exploitations avicoles ou porcines. Des stratégies de filière, c'est-à-dire des projets collectifs portés par les filières, les différentes filières qui commencent à émerger et qui sont encore insuffisantes. Je reviendrai dans un instant. Et une caractéristique qui m'a frappée aussi à mon retour, le fait que, alors même que nous avons été en France presque les inventeurs de ce que l'on appelle l'organisation économique, en particulier avec le secteur coopératif, mais aussi les interprofessions, une difficulté à se mettre autour de la table entre les différents maillons des filières et avec l'État d'ailleurs aussi, pour discuter, échanger et bâtir ensemble un projet collectif. Donc une difficulté peut-être un peu générale qui, me semble-t-il, ne semble pas propre à l'agriculture d'ailleurs, à faire un travail collectif au service d'une ambition commune pour notre pays. Et puis, évidemment, je ne peux pas, en évoquant le secteur agricole, ne pas constater avec vous que les questions de volatilité des prix restent particulièrement restent importantes, qu'elles n'ont pas disparu, bien au contraire. Nous sommes dans une économie agricole et agroalimentaire ouverte, de plus en plus ouverte, donc avec une exposition de nos producteurs et de nos transformateurs, et je ne dis pas de manière négative, je le constate comme un fait important, avec des instruments de régulation qui, tant au niveau national qu'au niveau communautaire, sont en voie de disparition. Et donc une difficulté accrue à aider ceux qui sont exposés à la volatilité des prix, mais aussi à des aléas climatiques, à faire face à ces risques-là. À faire quelques propositions. Dire qu'on ne peut pas parler de l'agriculture dans notre pays sans parler de l'agroalimentaire, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que nous avons une industrie agroalimentaire forte, parce que nous avons un secteur agricole fort, parce qu'ils sont intimement liés, 70% des produits agricoles sont transformés. Donc je voulais partager avec vous aussi quelques-uns des atouts, mais peut-être aussi quelques-unes des faiblesses du secteur de la transformation agroalimentaire, en rappelant ce que vous savez, mais qui selon moi n'est pas suffisamment connu, que l'industrie agroalimentaire, le secteur agroalimentaire, donc le secteur manufacturier agroalimentaire, est le premier secteur manufacturier en France, en termes de nombre d'emplois, plus de près de, on va être précis, 585 000 emplois, donc 14% de l'emploi industriel en France, avec un chiffre d'affaires de plus de 178 milliards d'euros, c'est-à-dire 20% du chiffre d'affaires de l'industrie manufacturière française. Un secteur qui est caractérisé par un très grand nombre d'entreprises, plus de 13 000 entreprises, beaucoup de PME, d'entreprises de taille intermédiaire, mais aussi de très petites entreprises, avec les avantages et les inconvénients que cela a. Les avantages, c'est le maillage territorial absolument fantastique, donc qui est aussi une manière de, non seulement d'occuper le territoire, mais aussi d'offrir de l'emploi, de créer de la valeur et de la richesse sur les territoires et donc d'offrir de l'emploi. L'inconvénient, c'est évidemment des entreprises qui n'ont pas toujours la capacité, l'idée, la surface financière pour se développer, et parfois pour se développer sur les marchés internationaux. Et j'en viens donc à nos performances dans le domaine du commerce extérieur, puisque ce secteur de l'agroalimentaire est un secteur particulièrement performant en termes de commerce extérieur, puisque le solde du commerce extérieur est positif. Je rappelle qu'il est déficitaire pour la France, plus de 12,8 milliards d'euros, dont 4,4 milliards pour les produits agricoles. C'est le second excédent commercial derrière le secteur aéronautique, il faut le dire, et il faut en être fier. Il faut reconnaître que ce solde se fait à 90% avec les vins et les spiritueux.
donc une forte spécialisation de nos exportations agroalimentaires, en tout cas dans le solde, puis les produits laitiers, et enfin quelques produits transformés donc, de la filière céréalière. Dire que la France est le cinquième exportateur mondial de produits transformés derrière les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Brésil et la Chine, que nos exportations sont principalement destinées au marché européen, mais avec une caractéristique intéressante, c'est qu'il y a un peu moins de 10 ans, nous avions encore 70% de nos exportations qui se faisaient sur le marché européen. Aujourd'hui, ça n'est plus que 60%. Donc on va dire c'est bien, ça veut dire qu'on s'est ouvert plus encore à l'international et donc aux pays tiers. En réalité, il faut être attentif et examiner les chiffres un peu plus en profondeur et constater que même si nos exportations, c'est vrai, en valeur, ont bien progressé, elles ont même progressé nettement, plus de 3% en valeur en 2013 par rapport à l'année 2012 sur les marchés hors de l'Union européenne, eh bien nous avons moins profité que les autres pays de l'Union européenne en particulier de la croissance des marchés internationaux, puisque cette croissance est estimée à plus de 10%, presque 15% même sur certains produits sur le marché mondial, et nous n'en avons pas aussi bien profité que nos concurrents allemands ou néerlandais. Donc comme on le voit, une situation qui est mitigée, avec de belles raisons d'espérer et des atouts, incontestablement, une notoriété de nos produits, l'image de la France dans le domaine alimentaire, pas seulement la gastronomie, mais l'image de la France dans le domaine alimentaire, une image particulièrement forte, positive, avec des produits de qualité, répondant aux standards d'hygiène et de qualité sanitaire les plus élevés dans le monde. Des entreprises qui exportent, mais 445 font 80% des exportations françaises sur les 13 000 que nous connaissons, contrairement à ce qui se passe par exemple pour nos voisins allemands, et aussi une forte dépendance sur certains produits et des filières qui sont quasiment absentes, en particulier ce que l'on appelle, on va dire, la seconde transformation des produits agricoles et alimentaires, qui est quasiment absente de nos échanges ou très faiblement présente, donc qui nous amène à effectivement être vigilants. Dire que parmi les atouts que nous avons incontestablement aussi, il faut le dire, outre la présence forte de l'agriculture sur l'ensemble du territoire avec les performances économiques que je rappelais, la même chose évidemment pour notre secteur de la transformation agroalimentaire, nous avons aussi une chance incroyable qui s'appelle la politique agricole commune, qui est donc la première politique européenne et qui est une politique qui chaque année, et là sur la période 2014-2020, permet à la France de bénéficier d'environ 10 milliards d'euros. Donc nous sommes le premier bénéficiaire de la PAC. Une PAC qui a été réformée donc en 2013 et qui reste donc particulièrement pour laquelle la négociation a permis à la France de maintenir un bon niveau de retour, on va le dire comme ça, que ce soit d'ailleurs sur le premier pilier mais aussi sur le deuxième pilier, le développement rural, puisque nous avons une augmentation de 15% de l'enveloppe du FEADER en particulier pour notre pays. Ça n'est pas le cas de tous les pays, puisque je parlais de l'Allemagne tout à l'heure. Eh bien, l'Allemagne, elle, va perdre 7% sur la période 2014-2020. Donc, une négociation qui a permis donc, de maintenir le soutien financier à l'agriculture et à ses filières. Une politique qui aussi va permettre de faire converger les aides aux agriculteurs, c'est-à-dire de rééquilibrer le niveau des soutiens publics donc entre les filières, mais surtout entre les agriculteurs. Ce rééquilibrage, d'ailleurs, je le dis, qui donc se fait dans le cadre de la PAC, a déjà été fait dans certains
l'Allemagne sans attendre la réforme de la PAC. Une politique aussi qui permet de consolider la légitimité de la politique agricole, en tout cas c'est l'objectif qui a été poursuivi, en ayant 30% des soutiens qui sont donc octroyés sur la base du respect d'un certain nombre de règles dites du verdissement, donc avec diversification en particulier des assolements. Donc ceci est important évidemment pour la légitimité de la PAC. Et enfin, la possibilité aussi, petite nouveauté dans le dispositif de la politique agricole commune, de laisser une souplesse plus grande aux États membres qui peuvent utiliser donc les différents outils à la fois soutien découplé mais aussi soutien couplé, selon des modalités qui sont laissées à leur appréciation, dans un cadre évidemment qui est défini au niveau communautaire, mais des marges de manœuvre et de souplesse, et qui est une manière en particulier de reconnaître la diversité des agricultures en Europe, puisque même au sein de l'agriculture française, il y a, vous le savez bien mieux que moi encore, il y a une grande diversité des systèmes de production, des types d'agriculture, et donc ça c'est effectivement une nouveauté dans la politique agricole commune adoptée en 2013. Dire aussi que sur ce deuxième pilier, il y a une large part qui est octroyée à la possibilité de financer des investissements dans les exploitations et dans les entreprises. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel nous allons nous appuyer. J'y reviendrai dans un instant avec un plan de modernisation des exploitations agricoles et qui est permis, évidemment, comme je l'indiquais tout à l'heure, par la nette progression des soutiens du deuxième pilier. Donc on voit bien que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont de différentes natures. Il y a d'abord le défi qui est lié à la concurrence accrue, auquel à la fois notre agriculture, mais aussi les industries de l'aval, donc la transformation agroalimentaire sont confrontées, qui sont évidemment, c'est une concurrence, je l'ai dit, sur les marchés internationaux, jusque-là rien d'anormal. Mais il faut observer que cette concurrence, elle s'exerce aussi sur le marché communautaire et sur d'autres marchés nationaux. Et il y a un certain nombre de filières dont on voit bien qu'elles sont à la peine, y compris sur le marché national. Je prendrai quelques exemples. Nous avons la filière volaille, où là nous observons que, par exemple, dans un secteur comme la restauration collective, eh bien, 40% des approvisionnements de la restauration collective se font donc, avec des produits donc, de la filière volaille d'autres pays de l'Union européenne. Donc, nous avons perdu des parts de marché. Je prendrai aussi l'exemple du secteur porcin, où notre niveau de production a continué à diminuer. Et que donc il nous appartient là de faire ensemble l'analyse des raisons qui conduisent à ces évolutions qui ne sont pas favorables. Donc je ne tiens pas un discours pessimiste, je ne suis pas en train de dire que je cède à la morosité que j'observe parfois, je le dis là aussi de retour d'Italie, d'un pays où il y a des difficultés, mais où on est un peu moins morose, je ne cède pas à la morosité ambiante, je continue de penser les faits sont là et de croire que notre pays a des atouts immenses, mais j'observe que nous avons ici ou là un certain nombre de fragilités sur lesquelles nous devons travailler, et je vais y venir dans un instant. Deuxième défi, après celui de la concurrence vive, la question des relations commerciales et de l'organisation économique. Relations commerciales donc, entre les industries, l'industrie de la transformation et les distributeurs, en observateur attentif des questions liées à l'agriculture et à l'agroalimentaire, vous aurez noté ces dernières semaines qu'il y a eu de vifs débats sur ce sujet, en particulier avec la mise en commun par 4 distributeurs de leur système, de l'organisation d'achat
qui conduit à remettre dans les mains de 4 acteurs 90% des achats agroalimentaires, ce qui est donc une concentration jamais égalée. Donc une difficulté à mettre fin à ce que certains appellent la guerre des prix, qui, me semble-t-il, en tout cas c'est l'analyse que nous faisons, et je serais intéressée d'entendre ce que vous dites là-dessus aussi, qui selon nous ne profite à personne. Peut-on penser qu'effectivement, dans un premier temps, elle pourrait permettre aux consommateurs d'avoir des produits toujours moins chers, mais il y a là une spirale de destruction de la valeur, du partage de la valeur, et donc aussi de la richesse, et par voie de conséquence de l'emploi, qui est particulièrement dangereuse. Cette question des relations commerciales est aussi au cœur de la production agricole et des systèmes de production agricole, ou pour dire les choses autrement, dire qu'elle n'intéresse pas simplement les industriels, les IA, pour les nommer ainsi, et la distribution, mais aussi la relation entre les différents maillons des filières, et en particulier entre la production et les transformateurs, avec, comme vous le savez, là aussi, une faiblesse dans la contractualisation dans de nombreuses filières, et là aussi la tentation à chaque occasion d'invoquer qui l'embargo russe, y compris pour des secteurs qui sont peu impactés, ou les difficultés de tel ou tel marché extérieur, pour justifier là aussi des baisses de prix qui sont parfois destructrices. Troisième défi, la question, et vous l'avez d'ailleurs mentionné, c'était les premiers mots de votre intervention, la question de la nécessité d'entretenir une relation de confiance entre les acteurs professionnels du secteur agricole et agroalimentaire avec les consommateurs, sur les questions évidemment les questions sanitaires, je ne peux pas les oublier, qui sont essentielles, avec les successions de crises réelles, médiatiques, peu importe, les effets sont tout aussi délétères sur la confiance que les consommateurs peuvent avoir dans la qualité sanitaire des produits agroalimentaires, mais aussi la manière dont l'environnement, le bien-être animal, tous ces sujets-là sont pris en compte dans la chaîne de transformation pour répondre à ce qu'on appelle les attentes de la société. Et enfin, quatrième défi, il y en aurait bien d'autres, mais j'ai essayé de ramasser ça. Quatrième défi, c'est celui de la transition écologique, c'est-à-dire de la manière dont le secteur agricole, mais aussi les industries agroalimentaires vont, elles aussi, vont pouvoir réduire leur empreinte environnementale, vont réduire leur consommation d'intrants et d'énergie, donc mettre en place des systèmes plus économes, qui sont des systèmes à la fois qui ont un impact positif sur l'environnement, donc moins consommateurs de ressources par définition peu, voire pas renouvelables, mais aussi développer des systèmes qui leur permettront de gagner en compétitivité, puisque l'environnement n'est pas simplement une question sans lien avec l'économie. On peut faire de l'amélioration de sa performance environnementale un facteur de compétitivité. C'est en tout cas comme ça que je définirai la transition écologique. Donc, partant de ces différents défis, j'ai essayé de rassembler, de lister quelques-uns des axes de travail sur lesquels nous nous sommes mobilisés avec les équipes, mais pas seulement avec les équipes, aussi en lien avec les autres directions du ministère. Je pense en particulier à la direction générale de l'alimentation, mais aussi à la direction générale de l'enseignement et de la recherche, et puis tous les acteurs professionnels, parce que, évidemment, une politique publique, c'est d'abord mettre en mouvement les acteurs, les accompagner, les inciter et les aider. Donc d'abord dire que
le premier axe de travail, c'est de faire en sorte de remobiliser collectivement les différentes filières et les aider à définir des stratégies à moyen terme. Ça paraît peut-être facile à dire, ça paraît peut-être même élémentaire. Dans certaines filières, le travail collectif est un peu en panne. Il faut repartir de l'adéquation offre-demande et il faut s'assurer que les différents maillons de la filière se mettent autour de la table et travaillent ensemble pour définir où ils veulent être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et travaillent ensemble à partir des besoins des marchés à la fois intérieurs mais aussi extra-communautaires. Ça, c'est un travail que nous faisons avec en particulier l'appui de France AMR, donc établissement public du ministère de l'Agriculture, et donc une première série de travaux donc, a été initiée en 2013, qui a donné lieu à un rapport qui a peut-être attiré votre attention, d'inégale valeur, on va dire, selon les filières. Évidemment, là aussi, certaines filières avaient déjà bien avancé, elles avaient déjà fait le travail à rendre leurs demandes. Je pense en particulier à la filière viticole, mais d'autres, eh bien, en plus de difficultés. Filière laitière, qu'est-ce qui se passe après les quotas en 2017, filière volaille, filière porcine. Donc nous sommes là, nous continuons ce travail-là avec les acteurs, pas pour définir à leur place où nous voulons qu'ils soient, mais pour, j'allais dire, favoriser le dialogue et essayer d'identifier avec eux les quelques objectifs autour desquels ils vont pouvoir se mobiliser et faire en sorte qu'effectivement il y ait un travail de l'amont vers l'aval. Dans ce cadre-là, et c'est un deuxième axe de travail, il y a besoin de, je n'ai pas trouvé de meilleure manière de l'exprimer, mais de redynamiser les outils collectifs. Paradoxalement, la France a été un des pays en Europe qui a le plus tôt, par exemple, défini ce modèle des interprofessions. Et on voit aujourd'hui que la réforme de la PAC de 2013 a eu ceci de bon qu'elle a consolidé le rôle, l'organisation économique en général, et en particulier ses principaux outils, les organisations de producteurs, mais aussi les interprofessions, comme structures pouvant porter des politiques qui sont, il faut le reconnaître, dérogataires au droit de la concurrence, qui dérogent au droit de la concurrence. Parce qu'elles portent des intérêts collectifs supérieurs. Donc ça, c'est la réforme de la PAC de 2013 qui l'a consolidée. Et donc nous devons, nous, État, faire en sorte que ces interprofessions prennent toute leur place en matière de définition des stratégies à la fois pour les filières, mais aussi de stratégies à l'export, mais aussi qu'elles mettent en place les outils et les financements qui vont avec pour promouvoir leurs produits, à la fois sur le marché intérieur, mais aussi sur les marchés communautaires. Donc voilà un deuxième axe de travail. Il y a un troisième axe de travail qui est lié à ce que je disais sur la transition écologique et qui est lié à l'idée que nous pensons qu'il est essentiel de sortir de la logique défensive, la vision défensive de la protection de l'environnement pour passer à une logique de performance environnementale. Et ça vaut aussi bien d'ailleurs pour les entreprises agricoles que pour les entreprises de transformation. Je dirais même que peut-être d'ailleurs le secteur agricole doit-il, comme l'a fait l'industrie, pas de manière parfaite, mais comme l'a fait l'industrie, intégrer ces éléments-là dans les facteurs de compétitivité. Donc il y a là, vous l'aurez peut-être déjà anticipé, derrière cela, l'idée c'est comment produire plus, parce qu'il ne s'agit pas de produire moins, ça n'est pas une politique de décroissance. L'idée que globalement, nous avons non seulement besoin d'assurer notre autosuffisance, mais il y a aussi un potentiel sur les marchés mondiaux dont la France doit pouvoir profiter. Donc c'est produire plus et mieux. Et
cette idée selon laquelle l'environnement peut être un facteur de compétitivité. C'est d'abord un facteur d'accès au marché. De plus en plus de donneurs d'ordre ont des prescriptions en matière de respect de l'environnement, jusqu'aux consommateurs d'ailleurs, jusqu'aux citoyens. Mais c'est aussi une manière d'améliorer sa compétitivité, réduire l'utilisation d'énergie, produire de l'énergie, utiliser la biomasse, valoriser les sous-produits, dans les exploitations agricoles, mettre en place des pratiques agricoles qui vont permettre de réduire les intrants, que ce soit d'ailleurs les engrais, mais aussi les produits phytosanitaires. Ça n'est pas simplement pour la beauté du geste, c'est aussi une manière d'améliorer sa performance environnementale. Et donc, c'est se produire plus et mieux, ou produire autrement, ou ce que le ministre appelle le projet agroécologique, qui n'est pas une agriculture l'agriculture de grand-papa, même si grand-papa avait peut-être des choses encore à nous apprendre sur, en particulier, l'interaction dans les écosystèmes, mais c'est une agriculture qui s'appuie sur les connaissances scientifiques et techniques, c'est une agriculture innovante, mais qui ne cherche pas à contrarier les cycles naturels, mais au contraire à mettre au service de la performance économique ces cycles naturels. Donc là, nous avons un gros travail à faire, et nous avons donc décidé de le faire non pas en l'imposant, mais en co-construisant avec les acteurs du monde agricole, mais aussi de la transformation, les organisations professionnelles agricoles, les organismes de développement agricole, les chambres, les CIVAM, les CUMA, mais aussi les filières, les coopératives, la transformation, les établissements d'enseignement, évidemment, pour la formation initiale, pour la formation continue. Nous avons décidé de co-construire avec l'ensemble de ces acteurs un plan d'action qui s'articule donc autour d'une série de chantiers sur lesquels le ministère de l'Agriculture apporte son appui, mais sur lesquels il n'est pas nécessairement le chef de file, et pour lequel donc nous avons un suivi collectif. Cette initiative a été lancée l'année dernière. Nous avons eu l'occasion, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais nous avons eu l'occasion, ça se trouve sur le site du ministère de l'Agriculture, qui est donc le plan d'action que nous avions construit avec tous les professionnels des filières agricoles et agroalimentaires. Et là, maintenant, nous sommes dans la phase de déploiement. C'est évidemment une transformation profonde de l'agriculture française, qui ne va pas se faire en un jour. Il y a là aussi une difficulté, l'impatience, pas seulement la mienne, mais l'impatience des ministres. Le temps politique, ce n'est pas toujours la même chose que le temps des transformations de la société et de l'économie. Le ministre a fixé un cap qui est qu'à l'horizon 2025, donc vous voyez, on voit loin, la majorité des exploitations agricoles françaises soient engagées dans l'agroécologie. Il ne s'agit pas d'imposer, je le rappelle, un modèle unique, mais bien de respecter la diversité des agricultures, mais d'améliorer la performance environnementale donc de ces exploitations agricoles. Quatrième axe de travail, et j'en ai encore un cinquième, et ce sera terminé. Quatrième axe de travail, l'exportation, je l'ai dit, le développement des marchés internationaux, la croissance forte sur certains marchés, je pense en particulier au bassin méditerranéen, à l'Asie du Sud-Est, à laquelle on ne pense pas assez. Doit rester une ambition forte du développement de notre agriculture et de notre agroalimentaire. Nous avons besoin là d'améliorer l'ensemble du dispositif d'appui à l'exportation que nous avons en France. Nous avons beaucoup d'outils, beaucoup d'acteurs, beaucoup trop, pas assez coordonnés. Et donc il y a là matière à recentrer, créer des synergies. Peut-être là, le ministère de l'Agriculture doit-il aussi reconnaître qu'il n'est pas obligé d'avoir à lui tout seul tous les outils qui existent, mais qu'il peut peut-être s'appuyer sur les outils qui ont été créés par d'autres ministères, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des Affaires étrangères, en veillant à ce que soient bien pris en compte les objectifs, les particularités, mais aussi les besoins énormes et le potentiel énorme du secteur agroalimentaire, en continuant d'ailleurs à financer avec ces crédits des actions de promotion et d'appui des entreprises. Je dis ça en particulier en pensant
au chantier de regroupement de Sopexa et du Bifrance, puisque malheureusement on observe encore aujourd'hui, alors qu'on est en période de disette budgétaire, que ces deux organisations, sur certains types de projets, sont en compétition, ce qui ne me paraît pas acceptable pour deux structures financées par des fonds publics. Et dernier chantier, c'est de préparer la prochaine politique agricole commune. Donc là, vous allez me dire, elle vient d'être mise en œuvre puisqu'elle a été adoptée en 2013, mais vous avez l'expérience aussi de la manière dont ces choses se préparent. Donc en 2017, la Commission partagera avec les États membres ce qu'elle appellera la revue à moyen terme ou le bilan de santé, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et donc avant cette date, il faut que nous ayons nous-mêmes commencé à semer les graines de ce que pourrait être la prochaine politique agricole commune, avec, et là je lance ces idées, non pas comme étant des idées définitives, mais puisque j'ai compris qu'ici on pouvait s'exprimer librement et y réfléchir, avec quelques idées que nous avons déjà, mais que nous sommes prêts et que nous serions ravis de débattre avec vous. Cette idée que la question donc de la convergence des aides, du rééquilibrage des aides va se poursuivre. Ça nous paraît quelque chose qui, entre les pays, mais aussi entre les différents agriculteurs, pour arriver donc à une convergence totale, comme ça existe déjà dans un certain nombre de pays européens. Ça, je ne pense pas que la Commission y renoncera. Dire qu'il y a probablement trois axes qui nécessiteraient, trois axes un peu innovants, qui nécessiteraient quand même d'être pris plus sérieusement en compte, même si quelques petites touches ont déjà été mises ici ou là dans la réforme de 2013. La gestion des risques. L'agriculture est soumise à des aléas climatiques, des aléas économiques, on l'a dit, la volatilité. Jusque-là, finalement, on a plutôt cherché, les politiques publiques agricoles dans ce domaine ont plutôt cherché, entre guillemets, à mettre en place des instruments de régulation et donc de lutter, on va dire, contre la volatilité. Peut-être faudrait-il apprendre maintenant à vivre avec et reconnaître que des systèmes d'assurance récolte, des systèmes donc assurantiels plus importants, plus développés, pourraient être plus adaptés pour aider nos agriculteurs à faire face à ces difficultés, à ces aléas. Reconnaître aussi qu'il y a un acteur important en matière de politique agricole, et je pense ici aux États-Unis, qui a très clairement fait un choix fort dans la rénovation du Farm Bill l'année dernière, qui consiste à au-delà donc du programme d'aide alimentaire qui reste très important, qui a développé de manière substantielle, significative ces outils assurantiels, allant jusqu'à l'assurance sur revenu, et que, compte tenu du poids des États-Unis dans le concert des pays agricoles et des négociations multilatérales, il serait bon que la politique européenne, qui elle aujourd'hui est presque exclusivement tournée, qui s'appuie presque exclusivement sur des soutiens dits dans la boîte verte, c'est-à-dire des soutiens découplés, bascule un peu plus dans la boîte orange qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc voilà une première piste de réflexion. L'idée aussi que que l'on pourrait, dans cette nouvelle politique agricole commune, donner une part plus belle au soutien aux investissements. Parce que finalement, préparer l'avenir, c'est investir, c'est aider les exploitations, les entreprises à investir pour améliorer leur compétitivité. Il y a déjà des instruments, puisque là nous allons utiliser des crédits du deuxième pilier avec un plan donc, de compétitivité par exemple des exploitations agricoles de 200 millions d'euros par an pendant 7 ans, donc pour accompagner la modernisation de l'agriculture française, mais dire que peut-être on peut en faire plus. Et ça m'amène à dire qu'il y a des secteurs agricoles, je pense en particulier au secteur de la viticulture, qui a très clairement fait ce choix et qui en fait a misé l'essentiel des soutiens publics qu'il recevait sur le soutien à l'investissement et la promotion, qui est donc un autre sujet sur lequel je pense que nous devons là aussi mettre beaucoup plus l'accent que ça n'est le cas aujourd'hui dans la future politique agricole commune. Donc vous voyez quelques pistes pour moderniser cette politique agricole commune. Et enfin, je conclurai
en disant que pour mettre en œuvre donc, ces actes de travail, ces priorités, eh bien, nous avons fait le constat, avec mes équipes, que notre direction générale n'était pas nécessairement organisée de la meilleure manière qui soit pour faire face à ces défis et remplir sa mission, donc qui est une double mission de relance économique et d'accompagnement de la transition écologique. Et donc, nous avons décidé de nous transformer. Et donc la DGPAT, donc la Direction Générale des Politiques Agricoles, Agroalimentaires et des Territoires, eh bien, va peut-être devenir, le nom n'est pas encore définitif, mais en tout cas c'est ça l'idée, va devenir une direction générale beaucoup plus au service de la production et des entreprises, donc une direction générale au service du développement économique et de l'emploi de l'amont jusqu'à l'aval, avec un pilotage beaucoup plus fort par l'aval. Ça ne veut pas dire renoncer à s'intéresser aux exploitations agricoles et aux agriculteurs, mais reconnaître que leur avenir passe par la réponse aux besoins et aux préoccupations des industries agroalimentaires. Et donc, notre direction générale, l'année prochaine, devrait compter 4 nouveaux services. Un service du développement économique et de l'emploi, qui sera donc l'entrée par filière, on va dire, que ce soit les filières du secteur agricole, les filières de la forêt et du bois, les filières biomasse et énergie, la filière cheval, que je n'oublie pas. Un service de la compétitivité et de la performance environnementale qui va donc regrouper l'ensemble des services horizontaux que nous offrons, pas seulement aux exploitants, mais aussi aux entreprises de transformation agroalimentaire. Et on va retrouver tout ce que je vous indiquais dans les défis à la fois de compétitivité, mais aussi de performance environnementale. Un service Europe et international qui va donc avoir parmi ses priorités eh bien, le développement des exportations et donc la reconquête des parts de marché perdues par la France donc sur un certain nombre de marchés internationaux et européens. Et enfin, un service de la gouvernance et des ressources. Et là, vous dire que ce service va faire différentes choses, notamment va s'occuper de notre performance et des outils et des ressources que nous avons, donc ça c'est notre service à vocation interne, mais aussi va nous aider à nous améliorer pour sécuriser la dépense publique et les paiements communautaires, puisque malheureusement, eh bien, peu de temps après ma prise de fonction, j'ai eu le triste privilège de recevoir une facture de correction financière donc, de la Commission européenne de 1,160 milliard d'euros, qui devrait donc, en dépit du travail que nous avons fait et sur lequel, je crois, nous avons obtenu quelques avancées, malheureusement se perpétuer encore pendant quelques années. Donc nous avons besoin de sécuriser la dépense publique mieux que nous l'avons fait. Alors, ce n'est pas pour dire que mes prédécesseurs ont mal travaillé. Non, ce n'est pas mon style. C'est pour dire que les exigences de la Commission, de la Cour des comptes, des corps d'audit ont augmenté. Nous sommes le dernier pays à être épinglé. Avant nous, il y a eu les Italiens, les Néerlandais, les Anglais. 600 millions de livres d'appurement, donc c'est pas mal quand même pour un pays comme le Royaume-Uni. Il y a aussi le fait que nous avons des systèmes d'information géographique qui ont un peu vieilli et que nous devons donc moderniser, donc mettre au service des agriculteurs et de la sécurisation de la dépense publique les nouvelles technologies, la photo-interprétation, les images satellitaires, etc., etc. Donc ce sur quoi nous travaillons. Donc je voulais vous le dire pour simplement, je ne rentrerai pas dans le détail évidemment de la réorganisation, mais vous dire que cette transformation, elle accompagne le travail que nous avons fait sur le contenu, les axes de travail, les priorités, et que je vous remercie de votre attention et je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets ou peut-être sur les questions que je n'ai pas évoquées et qui vous paraissent importantes. Merci. Voilà. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de réactions dans la salle et voilà. D'abord, Jacques Ries. Alors, moi, j'ai écouté ça avec beaucoup d'attention. Bien sûr, c'est un problème vaste, ambitieux et très enthousiasmant. Il faut bien le dire, mais alors, c'est la dernière question que tu as abordée. En fait, la dernière question que tu as abordée, comment ça va se passer avec l'Europe? Parce que ça suppose quand même une certaine liberté de manœuvre, ça, pour qu'on reprenne notre place.
Quand tu dis comment ça se passe avec l'Europe, c'est sur le point particulier ou plus généralement. Plus généralement. Ça veut dire clairement un travail très étroit avec les services de la Commission européenne à tous les niveaux. Donc ça veut dire en particulier d'alimenter, on a déjà commencé la Commission avec les premières idées que l'on a, mais ça veut dire aussi à un certain moment mettre quelques papiers sur la table, notamment sur les évolutions un peu prospectives de la politique agricole commune. Et puis après, au quotidien, ça veut dire aussi, pour ce que je disais sur la sécurisation de la dépense publique, ça veut dire des rencontres fréquentes, des audits fréquents, encore la semaine prochaine. Mais bon, ça nous aide à nous améliorer. C'est ce que je dis à mes équipes quand elles sont un peu découragées. Je leur dis, l'Europe nous aide à nous améliorer, donc ça ne peut pas être mauvais. Voilà. Mais une fois de plus, ce que j'ai dit sur la sécurisation des dépenses publiques ne doit pas être interprété comme mes prédécesseurs ont fait n'importe quoi. Voilà. C'est plutôt de dire que le contexte a changé. Il y a une exigence de plus en plus grande des corps d'audit. La Cour des comptes met une pression très importante sur la Commission. Je rappelle que la Commission européenne n'a jamais eu ce que l'on appelle, donc depuis qu'elle a été créée, n'a jamais eu la décharge pour son budget. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle fait n'importe quoi, mais la Cour des comptes met beaucoup de pression sur la Commission pour remettre tout ça en ordre. Et évidemment, elle s'intéresse à la politique agricole commune. Hein, c'est encore 40% du budget communautaire. Donc tout ça est logique. Hein, voilà. Donc on s'améliore, on s'améliore. Alors, Monsieur Chaudet avait demandé la parole. Oui, Madame Générale, vous y avez fait allusion dans votre exposé, mais je n'ai pas vu d'axe de travail sur la politique alimentaire. Alors, nous avons eu, dans les dernières années, trois exposés, dont un par des hauts fonctionnaires américains sur leur politique alimentaire. Est-ce qu'on peut imaginer que la politique alimentaire devienne un outil de soutien des marchés et à la fois de soutien de la population la plus faible de notre pays? Alors, c'est intéressant comme question. En fait, il y a une politique alimentaire qui a d'ailleurs été présentée, si je ne me trompe, politique de l'alimentation, elle s'appelle comme ça, qui a été présentée il y a peu de temps par le ministre Le Foll, qui comprend différents volets. Qui comprend le volet évidemment qualitatif et sanitaire, qui comprend un volet aussi aide alimentaire et soutien aux populations défavorisées, qui comprend un volet gaspillage alimentaire, aussi lutte contre le gaspillage, mais qui, vous avez raison, c'est une réflexion que je me suis faite quand, je peux être franche ici, hein, que je me suis faite quand je l'ai vu, qui n'intègre pas nécessairement les éléments dont j'ai parlé. Or, pourquoi avons-nous besoin d'une agriculture? C'est parce que nous avons besoin de nous nourrir. Donc, il y a un peu la politique alimentaire d'un côté et puis les politiques agricoles qui sont plutôt des politiques de développement économique et environnemental, sachant que le côté environnemental est aussi parfois traité dans la politique alimentaire. Peut-être qu'on aurait besoin d'un travail un peu plus resserré et rapproché pour avoir une vision un peu intégrée de tout ça. Peut-être une question que vous pourriez poser, si vous ne l'avez pas déjà reçue, à mon collègue Patrick Dehaumont, le directeur général de l'alimentation. Vous pourriez nous inciter à plus et mieux travailler ensemble sur ces sujets-là. Lucien Bourgeois avait demandé la parole. Lucien Bourgeois, là-bas. Merci. J'ai été très intéressé par le plaidoyer sur les filières. Mais en même temps, vous avez dit qu'il y avait un regroupement dans la grande distribution et j'ai tendance à penser qu'il y a une certaine contradiction, en tout cas peut-être pas au sein du ministère de l'Agriculture, mais entre le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances, sur la conception qu'on a de la concurrence. Car d'un côté, on laisse faire un regroupement absolument extraordinaire de la distribution, et de l'autre côté, on va montrer du doigt l'odieux monopole des endives ou du cidre. Et de ce côté-là, j'ai l'impression que tant qu'on n'aura pas une idée assez claire
de ce que peut faire une filière, par exemple, comme le champagne, dans un certain nombre d'autres secteurs, on aura ce que vous regrettez, c'est-à-dire une non-utilisation des organismes collectifs ou de regroupement, parce que on sait bien qu'au bout d'un certain temps, on va se faire taper sur les doigts et qu'on va buter sur le fait que, au nom de la concurrence, on va nous empêcher d'organiser le secteur. Alors, oui, tout à fait d'accord avec ce que vous dites. D'abord, plusieurs choses. Dire que, d'abord, si on regarde ce qui a été fait par Casino, Intermarché, Système U, Auchan, c'est très astucieux puisque, en fait, il y a de fortes chances, je ne vais pas répondre avant la DGCCRF qui a été saisie, mais il y a de fortes chances pour que la DGCCRF dise qu'il n'y a aucun souci sur le plan du respect du droit de la concurrence. Voilà, donc ils sont astucieux. Même si, comme je l'ai dit, ça veut dire 90% des achats alimentaires dans les mains de 4 acteurs. Donc c'est quand même une pression qui va être incroyable. Pour être plus précis sur ce que vous dites, oui, vous avez raison de dire que ça peut paraître assez paradoxal finalement et que du coup ça m'amène à faire 2 commentaires. D'abord, dire qu'il faut qu'on voit, et je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure et exploré tout ce que le droit communautaire nous offre comme possibilité en matière d'organisation économique, et je le redis, l'OCM unique, donc la réforme de la PAC de 2013, apporte véritablement des avancées très importantes, et c'était inespéré, notamment sur les organisations de producteurs, les interprofessions, en tant que système dérogatoire au droit de la concurrence. Ça, c'est un premier élément. Donc je pense que là-dessus, on doit faire un travail avec les acteurs eux-mêmes pour essayer de voir comment on peut exploiter toutes les nouvelles possibilités offertes. La deuxième chose, c'est de dire que la Commission est en train de réexaminer les lignes directrices qu'elle émet donc, sur ces questions de respect de la concurrence dans le secteur agricole, justement pour s'aligner avec la nouvelle PAC. Mais elle le fait pour le moment que sur 2 ou 3 secteurs. Et nous exerçons une pression amicale mais forte pour qu'elle l'élargisse à la totalité des secteurs agricoles, pour prendre la mesure, là aussi, de ce que je disais sur l'évolution de la PAC 2013. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais je partage votre point de vue, parce que quand on voit ce qui s'est passé sur les endives, le cidre, ou même les volailles, et ce qu'on voit en matière de concentration dans le secteur de la distribution, on a l'impression, je vais dire ça comme ça, pour rester, que c'est un peu de poids, de mesure. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on optimise l'utilisation des ouvertures qui sont faites par le droit communautaire. Bien. Oui, Bernard Bourget. Oui, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit sur les problèmes de volatilité des prix, en disant que dans le contexte nouveau de la PAC, on ne pouvait pas envisager de revenir sur une stabilisation des marchés, mais qu'il fallait plutôt se préoccuper de la stabilisation des revenus. Alors, il se trouve que dans la dernière réforme de la PAC, il y a une ouverture, me semble-t-il, avec l'idée de pouvoir mettre en place, alors c'est avec le 2e pilier, ce sont pour les pays qui le veulent, un instrument de stabilisation des revenus. Alors, il me semble qu'il ne faut peut-être pas attendre 2017 pour le faire, mais qu'il faudrait que la France s'engage dans cette voie-là. Voilà, alors je voulais savoir si on avançait dans cette voie-là. Puis j'ai un deuxième sujet que je vais aborder, qui est peut-être un petit peu délicat, mais qui fait un peu le lien avec la deuxième intervention que nous aurons tout à l'heure sur les travaux du GIEC. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt un rapport récent du CGER sur l'action à mener pour s'adapter, enfin, pour lutter contre le changement de tir, s'y adapter. Et un des points abordés fortement, c'est celui de disposer de retenues d'eau suffisantes dans un certain nombre de zones françaises, notamment au sud, pour pouvoir... Joker. Oui, d'accord, mais alors, moi je me pose la question, parce qu'avec ce qu'on va se passer en ce moment, on va faire des déserts dans ces zones-là, on ne pourra plus rien faire si on ne peut pas faire une retenue d'eau nulle part. Ce n'était pas un grand barrage qui arrivait. Voilà. Il y a un type qui a été tué, c'est très dramatique. Mais enfin, d'abord, il y a une décision qui a été prise, on applique par la loi, on n'applique pas les décisions, et puis on remet en cause cette action. Alors qu'il faudrait plutôt créer une nouvelle réserve, tout en encourageant les agriculteurs
agriculteurs à utiliser le bio, mais enfin, là, quelle est la position du ministère de l'Agriculture? On n'a pas entendu. D'accord. Alors, première question. Oui, tout à fait, vous avez raison, il ne faut pas attendre la nouvelle PAC, puisque déjà cette PAC-là nous permet de financer donc des systèmes permettant donc de gérer les risques, donc assurance revenu. Donc on va le faire d'ailleurs. On va prélever donc 1% des financements du premier pilier pour les transférer sur le deuxième et donc financer à 100% donc, ces dispositifs-là sur lesquels on a travaillé avec les professionnels et les assureurs. Mais dire que c'est encore modeste, ça va représenter 100 millions d'euros. Je parlais tout à l'heure des 10 milliards de la PAC, donc c'est pas pour dire qu'il faut faire 10 milliards, mais 100 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Dire aussi qu'on voit bien, et c'est d'ailleurs peut-être un sujet sur lequel ça pourrait nous intéresser de travailler avec vous, je ne sais pas si vous, ça vous intéresserait, et pour regarder aussi ce qui se passe dans d'autres pays du monde. On a commencé à travailler avec les assureurs pour voir comment on pourrait mettre à disposition des agriculteurs des systèmes plus attractifs. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on a encore une très faible proportion d'agriculteurs qui s'engagent, enfin qui ont des contrats d'assurance. Voilà. Donc on a un peu avancé, enfin on a bien avancé, je trouve, sur la viticulture. Donc probablement on sera prêt pour l'automne de l'année prochaine à mettre, les assureurs seront prêts à proposer de nouveaux produits, en particulier ce qu'on a appelé des contrats socles, qui peuvent ensuite être complétés par différentes options mis à la disposition de l'agriculture. Par contre, on a un peu de mal à avancer avec eux sur, je ne dis pas pour être négatif ou déplaisante avec eux, mais on a un peu de mal à avancer dans les autres secteurs et pour le moment, ce qu'ils nous proposent n'est pas très, très attractif. Donc ça, c'est pour dire aussi qu'on n'attend pas que la PAC change pour y travailler au plan national. Voilà. Mais c'est un sujet sur lequel je serais intéressée à réfléchir, peut-être à faire un peu de, je ne sais pas comment on dit en français, de benchmark, voilà, de parangonnage, voilà. Avec ce qui existe dans d'autres pays, y compris les États-Unis, et voir comment on pourrait être un petit peu plus actif. Et le Canada, absolument, absolument. Deuxième sujet, donc je vais revenir sur le point particulier que vous mentionnez, parce que je vais essayer d'être courageuse, je vais pas présenter mon joker, je vais le garder, on ne sait jamais. D'abord dire que sur le changement climatique, c'est un sujet important. D'abord, c'est un problème important auquel il faut apporter les solutions adaptées, que pour l'agriculture, c'est un sujet d'ampleur, parce que pour l'agriculture d'ailleurs comme pour la forêt, je ne sais pas s'il y a des forestiers ici aussi, c'est important parce que, et donc je le dis aussi d'ailleurs à mes équipes, on parle beaucoup de la PAC, mais il faut aussi parler du changement climatique. C'est aussi important pour l'avenir de l'agriculture. C'est le sujet de la deuxième partie. C'est aussi, voilà, vous avez raison et je vous en félicite. Pour moi, c'est aussi important. Pourquoi ? Parce que l'agriculture et la forêt vont être à la fois impactées comme secteur par l'augmentation des températures, quelle qu'elle soit d'ailleurs, en espérant que le pire ne se produira pas, mais aussi parce qu'elles détiennent une partie de la solution. Et que donc nous y avons travaillé, nous, dans cet esprit-là, et donc le travail qu'on a fait, je fais attention à ce que je dis parce que je sais qu'il y a des experts dans la salle, mais dire que, en tout cas, moi j'en suis convaincue, et avec mes équipes, on a fait un gros travail, notamment pour porter la voix de l'agriculture et de la forêt dans le débat, d'abord au niveau communautaire, puisque c'est là qu'il s'est tenu, dans le cadre du paquet climat-énergie 2030, pour porter le débat en disant, d'une manière qui n'est pas défensive, qui n'est pas, on ne veut pas de réduction des gaz à non, il faut que l'agriculture et la forêt, même si la forêt est dans une situation un peu différente, mais contribue à la réduction des émissions. Mais il faut reconnaître que l'agriculture a un potentiel d'atténuation qui n'est pas très important, faible, à part effectivement abattre des animaux, ça c'est sûr, réduire l'élevage, ça va bien, que nous avons des estimations qui montrent que nous sommes
en mesure, avec des pratiques agricoles adaptées, capables de réduire les émissions de l'ordre de 15%, probablement pas les 28 à 30% que la Commission nous propose. Mais bon, je comprends que vous aurez un débat là-dessus un peu plus tard. Mais vous dire que voilà dans quel état d'esprit on y a travaillé, et c'est d'ailleurs, ça a été bien retenu au moment du sommet des chefs d'État et de gouvernement, et on va continuer à y travailler dans cet esprit-là. Et tout ce que j'ai dit sur la combinaison de la performance économique et environnementale et l'agroécologie, c'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est-à-dire c'est aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Alors, justement, si on continue, on n'aura pas le temps de parler du réchauffement climatique. Donc, Madame Bricroche avait demandé la parole, puis Monsieur Krollemer, et puis après ça, il faudra s'arrêter, parce que sinon, justement, le réchauffement climatique sera oublié. Tout d'abord, merci pour votre exposé clair et précis. Agnès Ricroc, secrétaire adjointe de la section Sciences de la vie. Dans le cadre de la performance environnementale, transition écologique, pensez-vous que l'agroécologie et les biotechnologies végétales, utilisant des techniques d'amélioration des plantes, y compris les nouvelles, basées sur les méganucléases, donc dans le cadre de la recherche scientifique, pensez-vous que ces deux approches sont complémentaires ? Oui, je pense que ce qu'on entend par agroécologie, c'est, alors je ne vais pas faire la définition académique, je n'en ai pas la légitimité, mais ce que nous au ministère de l'Agriculture on entend par là, et donc ce sur quoi nous avons centré donc nos priorités de politique publique, c'est l'idée qu'il faut développer des approches dans les exploitations. Donc d'abord, on n'oppose pas la diversité des modèles agricoles, c'est-à-dire qu'une exploitation, je vais le dire comme ça, utiliser une formule, un peu comme devant les journalistes, la grande exploitation céréalière de la Beauce et l'exploitation laitière qui fait du fromage sous appellation d'origine en montagne ont vocation à recourir à des pratiques agroécologiques. C'est au bénéfice des deux. Donc on n'oppose pas les différents modèles. Et l'agroécologie, c'est le développement de pratiques, de systèmes qui vont s'appuyer sur les écosystèmes, les interactions naturelles, pour, en réalité, je vais dire ça comme ça, je ne trouve pas de meilleur mot, mais pour, entre guillemets, se servir, on va dire, mais d'une manière positive, se servir de ces interactions naturelles au service de la performance, donc de la production. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs nécessairement des rendements les plus élevés, ça peut être des rendements optimum, c'est ça qu'on dit. Et donc dans ce contexte-là, on n'oppose plus la performance environnementale et la performance économique, on les combine. Voilà. Après, il y a toute une série de techniques pour faire ça. Donc, il va y avoir, pour illustrer ce que je dis, on va, par exemple, utiliser une manière de travailler les sols particulière, peut-être moins profonde, pas de labour, technique de conservation des sols. On va améliorer l'autonomie fourragère de l'exploitation. On va utiliser, construire un méthaniseur, on va réduire l'utilisation d'engrais ou de produits phytosanitaires, et donc on va utiliser toute une série de techniques. Et dans ces techniques-là, il peut y avoir ce que vous appelez des biotechnologies. Je ne sais pas si vous faisiez référence spécifiquement aux organismes génétiquement modifiés, si c'est ça votre question, mais moi... Oui, je vais vous dire là-dessus, alors là, peut-être c'est là que je mets mon joker et que là je dis, je ne prends pas position au nom du ministère de l'Agriculture. Moi, ce que je dis, et c'est peut-être aussi mon expérience personnelle, on va dire, et professionnelle précédente, qui me conduit à dire qu'il n'y a pas de mauvaises et de bonnes techniques. Il y a des techniques qui peuvent représenter des solutions à un instant donné, qu'il n'y a pas non plus des techniques qui seraient risquées et des techniques qui ne seraient pas risquées. Pour moi, les pesticides, ça présente des risques. Les organismes génétiquement modifiés, ça en présente aussi, mais ça présente des bénéfices. Après, la question, c'est on évalue ces risques, on évalue les bénéfices, on les pèse et on voit
Et on voit si ça répond, si ça apporte des solutions aux problèmes que l'on a aujourd'hui. Voilà, donc j'ai plutôt une présentation, là je me réfugie derrière la science, ça me va bien. Et donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'était un peu ça l'idée, c'est-à-dire je n'oppose pas, pour moi tout ce que la science a produit déjà, mais va produire aussi en termes de technique et d'innovation, il faut le regarder avec un œil, j'allais dire, attentif, certes, évaluer les risques, les bénéfices, peser tout ça et voir si ça remplit les objectifs qu'on a. Et les objectifs, c'est on a besoin de produire plus, on sera 9 milliards, on a besoin de produire plus, on a besoin de produire mieux, parce que nos modèles ne sont pas durables, c'est pas possible. Si les 9 milliards d'hommes sur la tête se mettent à produire comme on produit aujourd'hui dans nos pays industrialisés, ça ne marchera pas. On a des techniques, un arsenal d'outils et de techniques et des connaissances techniques et scientifiques fabuleuses. Donc regardons comment on peut les mettre au service de ces objectifs-là. Et je n'ai pas oublié, évidemment, la lutte contre le réchauffement. Bon, il y a encore deux questions. C'est le trésorier perpétuel et puis colonel. Madame, le plan en 5 points, 6 même, que vous avez mentionné, vous avez commencé à le mettre en place. Quelles sont les réactions des professions en face de ça? Bien. Les agendas sont alignés, on va dire ça comme ça, ou les ordres du jour sont alignés. Peut-être de dire que sur plusieurs sujets, ce n'est pas toujours facile, ça dépend des filières. Bon, la définition de stratégie de filière, il y a des filières, je l'ai dit, où il n'y a presque pas besoin de nous, il y en a où il y a un peu besoin de nous, et puis il y en a, il y a vraiment besoin de nous, parce qu'on ne va pas y arriver sinon, hein, j'en ai mentionné quelques-unes. Hein. Sur la question de la combinaison de la performance économique et environnementale, il y a eu des réactions, alors moi je suis arrivée qu'il y a un an, donc je n'ai pas vu ce qui s'était passé avant, mais je sais qu'il y a eu des réactions assez négatives un peu au début sur l'agroécologie et ce sujet-là. Moi, ce que j'ai dit au ministre, c'est que là-dessus, moi, je ne voyais pas d'autre solution que de co-construire. Donc, on a mis tout le monde autour de la table. Donc, il y a eu, oui, des réticences, des inquiétudes, et il y en a encore. Mais on a réussi à construire un plan. Et vous verrez, il est concret, ce plan. Ce n'est pas du blabla. Hein. Il y a des actions, des calendriers, 2013, 2014, 2015, voilà. Donc, moi, je suis optimiste. Même si je dis que tout n'est pas facile, je suis optimiste. Je crois qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, mais on a besoin de plus de travail collectif, ça c'est clair. On ne se parle pas assez, on ne travaille pas assez ensemble. Oui, bonjour madame. Une question, vous avez évoqué en répondant à une question les problèmes d'assurance revenu, vous avez parlé de redynamiser les outils collectifs, vous avez surtout insisté sur le mot de contractualisation. C'est un peu une question philosophique. Est-ce que vous estimez, vous qui avez eu une expérience européenne, que ce concept est compatible avec ce que j'appellerais l'esprit français? Ben, j'espère, parce que j'espère parce que je vois là quand même une manière, j'allais dire, de structurer le dialogue entre les différents maillons, les acteurs d'une filière. Je ne crois pas qu'on puisse construire l'avenir d'un secteur en marchant ou en appauvrissant durablement un de ces maillons. Et donc, pour moi, la contractualisation, c'est un des outils, j'allais dire, privilégiés pour faire ça. Donc, peut-être que si... Alors, comme j'ai quitté un peu longtemps la France, peut-être que je suis plus capable de dire ce qui est dans l'esprit français ou pas, mais je pense que si, ça peut marcher. La difficulté, c'est déjà, dans certaines filières, je l'ai dit, c'est de mettre les acteurs autour de la table et qu'ils se parlent des mêmes sujets. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui parle d'un sujet et l'autre de l'autre. C'est déjà qu'ils se parlent de ça. Mais non, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Rendez-vous dans quelques années. Bien. Eh bien, écoutez, il reste à vous remercier chaleureusement. Je pense que vous avez ouvert des tas d'idées à nos confrères. Nous ne sommes pas forcément toujours d'accord avec ce que vous venez de dire, mais certainement nous avons compris
la façon dont ça cheminait dans votre tête et dans celle des fonctionnaires du ministère. Et ça, c'est extrêmement important pour arriver à créer de la confiance et à ouvrir le dialogue. Donc, vraiment, merci infiniment de cette de ce merveilleux exposé. Donc, et je comprends, même si ça ne se fait pas de parler après le président de séance, je comprends que je peux vous solliciter. ah oui, tout à fait. Très bien. Ça, il n'y a pas de problème.